Bonjour et bienvenue aux 12h30 à la une de l'actualité. Les élèves des quartiers Carrière 1 et 2 dans la commune de Cocody peinent à se rendre à l'école du fait d'un gros ravin qui entrave leur chemin. Dans ce journal, nous verrons le constat de nos reporters qui se sont rendus sur ce site pour comprendre le calvaire de ces apprenants et autres riverains. La guerre entre le Hamas et l'État hébreu a fait plus de 187 500 déplacés dans la bande de Gaza depuis samedi, selon l'ONU. Les élèves du village Carrière, situé à Akwedo-Atié, dans la commune de Cocody, n'ont pas de voie d'accès à leur établissement EPP Carrière 1. Le quartier est complètement enclavé. Les élèves et les habitants n'ont d'autre choix que d'emprunter des pistes tumultueuses et très glissantes situées sur des pentes. Certains parents sont obligés d'accompagner leurs enfants afin de les faire traverser. Un calvaire relaté par Clarisse Kanyala, Gilles Tonien et Ouattara Sidiki. Certains tâtonnent, d'autres s'agrippent aux herbes ou au sol rempli de boue. Ces élèves du quartier Carrière 2, dans la commune de Cocody, doivent rallier leur école, l'EPP Carrière, à environ 500 mètres d'ici. Sur les visages, la peur et la terreur se lisent. La moindre erreur peut être fatale pour ces enfants. Pour les plus courageux qui réussissent, descendre le long de cette plante est considéré comme une victoire. Quand je descendais, j'avais peur, mais quand je suis descendue, j'étais contente parce que je ne suis pas tombée. Certains parents riverains n'osent pas s'aventurer sur cette pente dangereuse. Ils préfèrent rebrousser chemin. Ils espéraient emprunter un autre chemin malheureusement devenu 2 fois plus dangereux que cette voie de tous les dangers. Quand elle sort pour venir à l'école comme ça, là, mon cœur bat. Je ne suis pas tranquille. Quand il pleut, là, les enfants restent ici. Tant que la pluie ne finit pas, ils ne peuvent pas traverser le trou là. Trou là, l'eau là, ça prend tout ici là. On ne peut pas passer. Il y a déjà eu un mort ici. Il n'y a pas de deuxième mort. Ici, la planche qui reliait les quartiers à la voie principale est devenue boueuse et glissante à la suite de la pluie. Quand un passant n'a pu continuer son chemin face à ce calvaire des riverains, il les aide à traverser. Il y avait une difficulté là, il fallait venir spontanément les aider à passer. Sinon, il y aurait un souci. Je ne sais pas quelle est la profondeur du caniveau ou bien du tout. Je ne sais pas, au moins, pour éviter un drame, rapidement les aider à passer puis partent à l'école. Leur école n'est pas loin de là. Ce n'est pas normal. Mais la situation est là. Qu'est-ce qu'on fait? À travers votre présence ici, d'interpeller les autorités pour que rapidement on finisse les travaux. Selon les riverains, le quartier Carrière 1 ne dispose d'aucune voie d'accès depuis environ 6 ans. Ceux qui ont fait cette route n'ont même pas passé à nos enfants, n'ont pas passé aux riverains. Et moi, sérieusement, ça m'écoeure. Parce qu'aujourd'hui, nous, parents qui devons travailler, nous sommes obligés de prendre nos enfants. Chaque moment, vous avez vu la gymnastique qu'on a fait pour venir, pour s'occuper de nos enfants. Oh, c'est pas normal. À l'EPP Carrière, c'est avec beaucoup de difficultés que les enfants arrivent à suivre les cours, selon le directeur de l'établissement. Ils arrivent vraiment très sales, la boue partout, il y en a qui sont tombés, il y en a qui ne sont pas tombés. Vraiment, c'est difficile pour eux. C'est vraiment difficile d'arriver ici, surtout quand il pleut. Quand il pleut, beaucoup même restent à la maison. Jusqu'à quand ces élèves pourront-ils parcourir ce chemin tumultueux? Dans l'espoir d'une suite favorable, les riverains et élèves n'ont d'autre choix que de prendre leur mal en patience. Bonne chance à ces élèves et surtout à leurs parents et vivement qu'ils trouvent une solution. La pluie qui s'abat sur la ville d'Abidjan depuis samedi a plongé des riverains d'Akwedo-Atié dans la commune de Bingerville sous les eaux. Des voies d'accès au quartier sont inondées. Certains riverains ne peuvent pas sortir de leur maison. D'autres évacuent l'eau sans cesse depuis plus de 3 jours. Les riverains demandent l'aide des autorités compétentes. C'est reparti avec Clarisse Kanyala.
Cette cour est sous les eaux depuis 3 jours. La pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan a plongé ses habitants dans une situation précaire. Hier, samedi nuit, jusqu'à dimanche, aujourd'hui nuit, on n'a pas pu dormir. Tout est inondé. À 4 heures, je suis à pied pour vider l'eau dans la maison. Chacun nous sommes obligés d'évacuer l'eau rentre dans les maisons, dans les chambres, tout. Ça gâte tous nos fauteuils, tous nos trucs. Depuis 4 heures, depuis hier à 4 heures, nous sommes 6 pieds. On évacue l'eau sur ma porte. Ici, certains riverains, surpris par les eaux, observent depuis leur balcon les eaux de pluie envahir leur espace de vie. Ils restent impuissants face à la montée des eaux. Mais il faut bien vaquer à ces occupations malgré la situation qui prévaut. C'est ce qu'a compris Noël. Élève, il doit se rendre à l'école. Pour ce faire, il est à moitié vêtu dans sa tenue d'école et doit braver ces eaux à la marche. Voilà, à l'école, je suis obligé d'aller mes chaussures, mon kaki attraper et traverser l'eau. En dehors de l'eau, je m'habille, je vais à l'école et je reviens. Quand on rentre, je fais aussi pareil. Donc c'est un peu ça. Et vraiment, c'est pas du tout facile. Les riverains qui ont un peu plus de chance peuvent encore se faufiler à quelques endroits pour rejoindre leur domicile. Dans ce quartier, les maisons sont au bord de l'inondation. À l'époque, on n'avait pas ce problème. Et puis, il y a eu des aménagements. Ils ont creusé un bassin de recueillement. À partir de cet instant, le bassin reçoit l'eau, mais ne l'évacue pas. Donc, l'eau a commencé à déborder, à déborder, à déborder. Et aujourd'hui, nous avons ce problème. On a adressé beaucoup de courriers au ministère. Beaucoup de courriers. Ils sont venus, ils ont constaté, ils ont promis, ils ne viennent pas. Donc voilà les dégâts que nous subissons. Quand ça fait au moins 1 mois comme ça, quand il pleut, les gens ne peuvent pas rester dans les maisons, ils sont obligés de déménager, de loger. Cela fait 2 jours que ces garagistes ne travaillent pas. Leur lieu de travail est inondé. Les véhicules dont ils ont la lourde charge de réparer sont au milieu des eaux. Mais ils craignent de lourdes pannes. Pour une histoire, par exemple, de moteur, mais vers la fin, on finit de changer le moteur, mais l'eau rentre encore dans le véhicule et ça rentre dans les moteurs et puis les circuits électriques et tout ça. Ça nous cause beaucoup de difficultés. Souvent, on se retrouve en prison pour ça. Toutes les voies d'accès au quartier Akwedo-Atié, non loin du carrefour Bernard, sont inondées. En saison sèche, les habitants de ce quartier ne se sentent pas du tout dans une zone à risque. Mais la saison des pluies vient leur rappeler la triste réalité. Beaucoup de courage à ces habitants d'Akwedo-Atié. Le récit est signé Clément Boko. Le 11 août dernier, le littoral de Grand-Bassam a été secoué par une montée spectaculaire de la mer. En quelques secondes, l'eau est montée de 4 mètres de hauteur et 30 mètres du continent, détruisant des habitants et des commerces. Le phénomène a perduré pendant toute une semaine. D'énormes pertes économiques ont été enregistrées chez les habitants, les propriétaires de restaurants et hôtels jusqu'à Mondoukou. Que devient la plage de Grand-Bassam après ce phénomène naturel? Des réponses avec Bintou Pekele et Gilles Tonnier. Racines de cocotiers apparentes, ordures, du sable en trop. Voici le nouveau décor des plages de Grand-Bassam, 2 mois après la montée de la mer. Mais rien de tout ceci ne semble freiner l'envie de se baigner. Je viens du Mali. Vraiment, la fois passée, on voulait venir, mais on a vu que c'était gâté. Mais dans tout cela, on n'est pas découragé. Le constat est un peu amer, c'est de voir un peu tous les déchets qui sont remontés en bordure. Mais quoi qu'il en soit, il ne faudrait pas qu'on laisse notre patrimoine se détériorer. Pourtant, les plages de Grand-Bassam sont interdites d'accès depuis le 14 août dernier. L'information a été donnée dans une circulaire de la mairie de Grand-Bassam. Ce dimanche, ces quelques visiteurs enfreignent à l'interdiction. Quelques commerçants aussi. Fatigués de se tourner les pouces, ils tentent de reprendre les affaires. Des affaires qui tout nous ralentit. Le marché est long, c'est très très lent même. On se promène mais il n'y a pas de clients. Les clients qui viennent, on se débrouille avec eux, sinon ça ne va pas. Actuellement, il y a eu 2 clients seulement, j'ai 2000 seulement sur moi. Quand les clients viennent, d'autres se retournent, ils partent. Je ne vais pas rester comme ça. Ouais. J'ai monté même ce tanga avant-hier, je viens de monter 2e, mais vraiment la poche est vide. D'autres opérateurs économiques ne peuvent reprendre de sitôt. Boni a vu 95 millions d'infrastructures parties dans la mer qui avaient atteint 4 mètres de hauteur et 30 mètres du continent. Une première à Grand-Bassam.
Au niveau de ces piliers se trouvait une piscine. Ça a commencé la nuit. Dans la journée, jusqu'à 10h, tout était déjà parti. La mer a emporté la piscine, une des chambres en hauteur, et puis tout l'espace où les gens s'asseyaient pour manger, pour prendre du beau temps. On est resté impuissants, à regarder la mer détruire tout un investissement sans pouvoir réagir. On est totalement fermé. Il nous faut faire des travaux avant de pouvoir reprendre, sécuriser le peu qui nous reste et puis voir dans quelle mesure on peut améliorer pour pouvoir accueillir des clients. Boni est le secrétaire général du collectif des hôteliers et restaurateurs en bordure de mer à Grand-Bassam. 2 mois après la catastrophe naturelle, ces opérateurs économiques attendent toujours un appui de l'État. Quand on dit Bassam, c'est d'abord les plages. Et si la plage devait disparaître avec tous les complexes hôteliers, restaurants et autres, je ne suis pas sûr qu'on parlerait encore de Bassam. Que l'État nous regarde, nous sommes des opérateurs économiques, nous avons perdu beaucoup, mais derrière nous, il y a tout un lot de personnes que nous employons, qui sont au chômage aujourd'hui puisqu'on est fermé. Ceux qui essaient de travailler, travaillent au minima. Et donc, ça fait beaucoup de personnes que nous avons été obligés de libérer. Donc, on a fait des courriers un peu partout. On attend le résultat de ces courriers. Quand le littoral de Grand-Bassam perd de son attractivité, c'est toute la population et les autorités communales qui en sont touchées. C'est pourquoi le premier magistrat de la commune est à pied d'œuvre depuis le sinistre. Tous attendent le gouvernement. Nous avons perdu 25 à 30 mètres de côte. Fort heureusement, les alertes avaient été lancées en amont et il n'y a pas eu de perte en vie humaine à déplorer. Nous avons parcouru le littoral, tous les villages et les quartiers impactés pour pouvoir d'abord prendre la mesure de la situation, ensuite apporter notre soutien, notre confort et ensuite nous avons adressé au gouvernement un mémo, une note avec l'état des lieux et l'état des sinistres surtout, en espérant donc qu'une action puisse être menée au niveau du ministère de tutelle, qui est le ministère du Tourisme, pour pouvoir soutenir et soulager tous ces opérateurs économiques qui ont perdu tous ces biens. Mais Jean-Louis Moulot rassure de l'ouverture prochaine de la plage. Nous avons conscience évidemment que cette mesure a une incidence sur l'activité économique, sur le secteur du tourisme, de l'hôtellerie. Et nous espérons pouvoir lever cette mesure prochainement. On suit l'évolution de la situation. Et lorsque nous aurons une mer un peu plus calme, qui ne présentera pas de risque pour les baigneurs, nous allons lever la mesure. À 90 jours de la CAN qui se jouera en Côte d'Ivoire, autorités locales, opérateurs économiques et visiteurs espèrent une reprise totale de la vie sur les 14 km du littoral de Grand-Bassam, première destination touristique de Côte d'Ivoire, mais aussi une solution durable pour contrer une éventuelle montée de la mer. Sans plus tarder, rendons-nous à Mbayakro pour prendre part à la première édition du tournoi Kandia Camara. C'est en compagnie de Théodore Zouzou et d'Alassane Drabou. Unir davantage les jeunes des différents quartiers de Kwassikro, village de la sous-préfecture de Mbayakro, région de Lifou, et consolider la cohésion. C'est la vision de Kobenan, fils de cette localité. Et cela à travers le sport, facteur de rassemblement. Un tournoi de Maracana a donc été organisé. C'est un tournoi pour la cohésion de la jeunesse à Guéabé, afin que nous puissions fédérer toutes nos énergies pour créer une synergie d'action pour construire notre canton. Et à travers ce tournoi, nous voulons donner un signe fort afin que toute la jeunesse à Guéabé reste unie et que nous puissions ensemble développer notre canton. Ce tournoi a mis en opposition 16 équipes. Parmi elles, 2 finalistes, Galaxy en jaune et les vétérans. La finale a été remportée par l'équipe des anciens ou les vétérans par un score de 2-0. On a tenu à jouer ce tournoi en ayant une équipe de vétérans pour montrer un peu comment la cohésion et la paix peut réunir au moins une jeunesse à toute la population. Le football permet de nous rassembler à tout moment. Et si ça pouvait continuer, je pense que ça va apporter le développement, oui, dans le canton à Guéabé. Les cadres de Kwassikro veulent, à travers ce genre de compétition, inculquer aux jeunes l'esprit de groupe, un atout pour leur permettre de plus tard mener des activités coopératives génératrices de revenus. Une façon pour ces cadres de les sortir de la précarité.
À l'étranger, au Libéria, 2 400 000 électeurs sont appelés à départager le président George Weah et 19 autres candidats de l'opposition à des élections présidentielles et législatives. Les électeurs éliront également des membres de la Chambre des représentants et du Sénat. Les bureaux de vote ont ouvert dès 8 h au Libéria et le resteront jusqu'à 18 h. Loin du Libéria, la guerre entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël a déplacé plus de 187 500 personnes à l'intérieur de la bande de Gaza, ce depuis samedi selon les Nations Unies. La plupart se réfugient dans les écoles de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a pour sa part demandé ce mardi l'ouverture d'un couloir humanitaire vers la bande de Gaza bouclée et bombardée par les forces israéliennes après des attaques du Hamas qui ont fait des centaines de morts en Israël. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur RTI2.